Alors bonjour Laurent Vernucci, vous êtes stéréographe, vous avez accepté de répondre à nos questions. Alors pour commencer, qu'est-ce que le métier de stéréographe et comment le définirez-vous? Le métier de stéréographe, c'est être le spécialiste du relief. Mais spécialiste du relief, c'est pas pour garder simplement un savoir-faire, c'est aussi le transmettre pour que les gens dans toute la chaîne de la 3D relief puissent s'en servir, puissent appréhender. Donc ça concerne déjà le producteur, qui lui va se poser des questions par rapport à ses budgets, qui a l'habitude de travailler avec un ou plusieurs réalisateurs, qui eux-mêmes se posent des questions. Le réalisateur peut être scénariste, et puis il va y avoir un scénariste à part, qui va faire donc le scénario du film et le transmettre après au réalisateur. En tout cas, toutes ces personnes qui sont en amont de la chaîne 3D vont avoir besoin à un moment donné de comprendre les enjeux de la 3D et savoir ce qu'ils sont capables de faire avec, si tout est possible, ou s'il y a à un moment donné des jalons à poser pour éviter d'avoir notamment des problèmes d'inconfort visuel lors de la projection des films. Donc la première chose, la première fonction du stéréographe, c'est d'être l'interface entre le producteur-réalisateur et puis le projet 3D qu'ils ont dans la tête et qu'ils ont envie de voir accoucher, notamment dans une salle de cinéma. Donc ça commence par des discussions, c'est aussi de l'expérimentation, et puis entre les deux, de la formation, pour que les gens comprennent ce qui marche pas, qu'ils imaginent le relief peut-être autrement que les effets spéciaux qu'ils avaient eu l'habitude de voir dans les parcs d'attraction, qui ne marchent pas forcément sur des durées de film un peu plus longues. C'est-à-dire dans un parc d'attraction, on essaye d'optimiser les effets relief, on en a beaucoup, ils sont très intenses, et sur une durée de film qui est très courte, c'est-à-dire 8-10 minutes. Mais dès qu'on attaque un bon court-métrage et donc un long-métrage, a fortiori sur 1h30, on se retrouve à être obligé de faire moins d'intensité relief et d'avoir ce genre d'effet qui arrive beaucoup moins fréquemment, de manière à pouvoir laisser en repos le cerveau et le système visuel du spectateur. Quels sont les avantages et inconvénients de cette profession et quelles sont vos motivations diverses? Les motivations, on va peut-être commencer par là, on va voir les avantages et les inconvénients. Les motivations de quelqu'un qui a appréhendé le relief, donc qui est devenu petit à petit un stéréographe, c'est d'avoir expérimenté tout un tas de possibilités avec le relief, jusqu'à comprendre ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et après, on s'accroche à ce qu'on est en train de faire, en train de découvrir, et puis ça devient une passion. Donc le premier avantage, c'est quand même d'arriver à être passionné par son travail. Après, la problématique, c'est d'essayer d'en vivre. Alors, jusqu'à Avatar, jusqu'en 2009, la 3D, c'était plutôt réservé à des parcs d'attractions, de la muséographie, de l'événementiel. Et puis, après la sortie d'Avatar, beaucoup de producteurs se sont penchés sur le phénomène, sachant aussi que ça avait rapporté au niveau business beaucoup de millions de dollars. Donc, tout le monde s'est dit, c'est la poule aux œufs d'or, on va essayer de faire pareil, on va essayer d'entrer dans le système de la 3D. Et les gens qui sont rentrés dans ce système-là, des réalisateurs qui ne connaissaient pas forcément ce monde-là, les producteurs non plus, ont essayé, ou se sont dit à un moment donné, on va faire des films en 2D, puis au dernier moment, on va choisir de les faire en 3D, c'est-à-dire qu'on ne va même pas tourner en 3D, on va les reliefiser après. Donc ça n'a pas été très très bon pour la profession, parce qu'il y a eu des choses qu'on fait mal à la tête de pas mal de spectateurs. Et puis petit à petit, les gens ont appris, les gens se sont entourés aussi des stéréographes, qui n'étaient pas forcément au cœur du démarrage, et puis tout le monde a progressé en même temps, les fabricants de matériel se sont mis sur du matériel 3D, et puis on peaufiné la technologie au fur et à mesure pour qu'elle soit plus fiable et plus productive. Alors tout ça, ça a donné des avantages de travail pour le stéréographe, et les inconvénients, c'est pour moi l'incertitude de savoir si à l'avenir je vais pouvoir vivre de ma passion et donc de mon métier de stéréographe. Là c'est moins évident puisque en France beaucoup d'entités se sont désengagées petit à petit. Si on prend l'exemple de Canal+, qui est rentré dans la 3D quand on est ressorti pratiquement aussi vite. Orange qui est resté un peu plus longtemps, qui a aussi essayé de faire beaucoup de tests en 3D et essayé de monter des projets, voire même des longs métrages. Vous avez Sky en Angleterre aussi qui a sorti sa chaîne 3D, vous avez les Chinois qui sont vraiment en plein dedans, et pour eux c'est vraiment le secteur qui démarre.
Mais en France, donc, ça a périclité et c'est en train d'être plus ou moins enterré. Bien qu'il y ait eu des aides du CNC à la préparation donc aux nouvelles technologies, dont le relief faisait partie, et qui a donné des aides, beaucoup dans l'image de synthèse en relief, dans des films d'animation, et puis après dans la préparation du matériel 3D et dans des tournages en image réelle 3D. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver des distributeurs qui acceptent de prendre ce genre de film en 3D et qui sont bien souvent, non pas des longs métrages type Astérix 3D, mais plutôt des documentaires. Et là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un public pour payer plus cher et pour voir de la 3D pour un documentaire ou un film, on va dire, plutôt français que international. Là, pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, vous avez des blockbusters 3D qui arrivent sur le continent européen. Et les jeunes qui vont au cinéma, s'ils ont envie de dépenser à un moment donné 10, 11, voire 12 euros, ils vont choisir vraiment leur film. Ils vont choisir le film qu'ils préfèrent et généralement, ce sont les blockbusters 3D américains qui l'emportent. Donc il reste beaucoup moins de place pour les autres secteurs européens du relief. Donc la 3D est soi-disant morte en France dans l'industrie cinématographique française de nos jours. Le relief, c'est un serpent de mer. On en a eu au début du siècle dernier, on en a eu dans les années 50. Dans les années 50, il y a eu beaucoup de films en 3D qui ont été faits dans les salles de cinéma en relief, mais c'était pour contrer l'arrivée de la télévision dans les années 50-53. Donc les gens commençaient à acheter des téléviseurs et restaient chez eux à regarder la télé plutôt qu'aller au cinéma. Donc on a remis au bout du jour le relief. Là, des entités de la profession se sont servis du relief pour dire mais si vous vous équipez en numérique plutôt qu'en argentique, au niveau des exploitants de salles, vous allez gagner beaucoup de sous. Et c'est vrai que les premiers qui se sont équipés aux États-Unis avaient 2 à 3 fois plus de fréquentation en salle grâce au relief qu'avant sur un film 2D. Donc on a poussé les exploitants de salles à s'équiper en projecteurs numériques plutôt que projecteurs argentiques, en leur disant, vous savez, les projecteurs numériques de maintenant, il suffit simplement de rajouter les lunettes, ce qui est vrai, et vous avez déjà le sensor à l'intérieur du projecteur qui permet de passer la 3D. Alors si on va un peu plus dans le détail, après il y a 2 systèmes. Il y a un système dit passif, qui oblige à avoir un écran métallisé, donc ça veut dire que l'exploitant de salle doit acheter son écran métallisé qui coûte quand même beaucoup plus cher qu'un écran blanc, et puis par contre il a des paires de lunettes pas chères, et qui peut vendre une seule fois et les gens reviennent avec après. Et l'autre système, dit actif, ce sont des lunettes donc à cristaux liquides, là qui coûtent beaucoup plus cher que le système passif, mais qui permet de conserver un écran blanc traditionnel sur lequel on va pouvoir également passer sans problème des films en 2D. Et donc par rapport à ces 2 technologies, d'une part la 3D active et d'autre part passive, en termes de rendement et de qualité d'image, quelles sont les différences qui peuvent se séparer ces 2 technologies? Dans le système passif, c'est un écran métallisé, c'est-à-dire il y a des réflexions qui viennent sur l'écran qui sont renvoyées avec une certaine façon sur les lunettes. Vous avez un décodage avec des fils polariseurs sur le projecteur, ou sur 2 projecteurs, mais maintenant ce n'est plus qu'un seul projecteur, qui va envoyer un signal pour l'œil gauche, puis un signal sur l'œil droit, mais tout en étant polarisé. Et cette polarisation sur l'écran métallisé, ça crée un problème parce que la lumière de projection n'est pas uniforme sur l'écran. Vous avez des points chauds qui se forment sur cet écran illuminé et en fonction de la localisation de la personne dans la salle, on voit plus ou moins bien le relief et on voit plutôt une source de lumière beaucoup plus forte à un endroit qu'ailleurs. Et ça concerne plus les extrémités à gauche et à droite de l'écran, notamment au premier rang, où on voit beaucoup moins bien que si on était au milieu et en milieu de salle. Donc ça, c'est un inconvénient. Au niveau, deuxième inconvénient qui concerne à la fois les cristaux liquides et les systèmes passifs de maintenant, c'est la synchronisation des lunettes par rapport au projecteur. Il suffit qu'il y ait quelques millisecondes de décalage entre les lunettes, la réception des lunettes et puis le signal synchro de la gauche-droite du projecteur, et vous avez l'impression de voir double quand vous regardez, même si vous avez des lunettes, vous avez l'impression de voir double par moment. Donc ça, c'est dû à une désynchro. Et vous pouvez très bien rentrer dans un complexe de cinéma, aller dans une salle relief et que ça soit parfaitement bien réglé, et vous passez à la salle d'à côté pour le même film, et vous avez une projection qui ne va pas du tout parce que donc il y a ce problème de désynchro.
Ensuite, pour revenir dans les questions, quelles sont les études recommandées et quelles sont vos études à vous? Alors les études recommandées, c'est de passer par une école de cinéma. Petit à petit, les écoles de cinéma, les écoles d'infographie en images de synthèse ont incorporé donc des modules qui permettent d'appréhender le relief d'une manière théorique et puis aussi d'une manière pratique. Donc à la fois dans les images de synthèse en créant un système de captation virtuelle à l'aide de 2 caméras fixées sur une plateforme virtuelle également qui attache une caméra gauche à une caméra droite et puis qu'on peut promener dans un espace 3D. Vous avez la même chose dans le module pratique sur lequel on a un système donc, métallique, physique, sur lequel on attache 2 caméras. Donc, là, si on rentre un peu dans les détails, il y a 2 voies. Il y a simplement une voie où on prend une caméra gauche, on la met à gauche, une caméra droite, on la met à droite, et on les met côte à côte. Ça, c'est le plus simple, sauf que si on travaille avec des caméras broadcast, ça fait à peu près 14 cm d'épaisseur, chaque module. Et si vous les groupez, donc, au niveau de l'anthrax, l'interaxial entre les 2 optiques, vous avez également 14 cm. Et ça, c'est beaucoup trop fort comme écartement pour pouvoir faire du relief qui soit projeté sur un écran de cinéma. Donc, les stéréographes ont inventé des modules dits à miroir qui permettent, grâce à un miroir semi-réfléchissant, de pouvoir virtuellement rapprocher les axes optiques des 2 caméras en mettant l'une par rapport à l'autre à 90 degrés et en les déplaçant le long d'un chariot et les ramenant sur l'axe horizontal à 0 virtuellement. Donc ça veut dire qu'on peut faire de la macroscopie 3D en ayant 2-3 mm d'écartement jusqu'à une douzaine de centimètres si on n'a pas des objets très, très proches de la caméra et qui permettent d'avoir un relief assez fort et plus fort que ce que verraient nos 2 yeux, sachant que nos 2 yeux ont une distance interoculaire de 65 mm environ. D'accord, alors ce qui vous concerne, qu'est-ce qui vous a amené à faire de la 3D? Alors ce qui m'a amené à faire de la 3D, c'est un émerveillement sur une visite dans un parc, le Futuroscope. C'était en 92, donc je connaissais déjà le relief avec les lunettes Rouge et Science, ce qu'on appelle le système anaglyphique, et donc on avait ça dans des revues qu'on pouvait acheter dans tous les kiosques. Et donc ça baigne un peu ma jeunesse, et puis après, dans 92, je visite le Futuroscope, et là j'en ai plein les yeux. Du relief de partout, même du beau relief, et je sors de cette visite en me disant un jour je ferai ça. Et 2 ans après, j'arrête le métier que je faisais et je me lance dans le relief. C'est-à-dire que je crée une société, je fais un cahier des charges sur ce que je veux. Au préalable, bien sûr, je me documente dessus, je m'informe, donc il n'y a pas Internet. Donc j'envoie des fax aux États-Unis pour avoir des renseignements techniques. Il y a longtemps que j'ai abandonné l'anglais, je me remets à l'anglais. Je relis toutes les revues techniques anglaises, japonaises qui parlent essentiellement de réalité virtuelle, mais dans la réalité virtuelle, vous avez un poste qui s'appelle la stéroscopie, et dans la stéroscopie, j'ai trouvé à un moment donné un article vidéo en relief, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc j'en reviens à mon fameux cahier des charges. Donc pour pouvoir mélanger le signal d'une caméra gauche et d'une caméra droite, il m'a fallu concevoir un module, ce qu'on appelle un multiplexeur, qui va permettre de mélanger le signal vidéo gauche et droit pour en faire une moitié gauche et une moitié droite et qu'il y ait une parfaite synchronisation entre les 2. Donc j'ai fait mon cahier des charges, j'ai envoyé ça aux États-Unis, ça m'a coûté énormément d'argent, j'ai bloqué l'argent dans une banque française pendant 3 mois et 3 mois après je recevais mon matériel et je pouvais commencer à expérimenter. Et ça n'a été que des expérimentations jusqu'à maintenant, ça fait 20 ans que je suis dans le relief. Je suis passé à la fois par des conceptions de modules de rig, donc en anglais, sur lequel on assoit les 2 caméras avec ce fameux miroir, et puis aussi d'une manière beaucoup plus précise de le faire avec un logiciel d'image de synthèse, où on crée une caméra gauche, une caméra droite virtuelle, et puis on peut déplacer tous les objets de la scène, en mettre plusieurs, en mettre qu'un, le rapprocher de la caméra, l'éloigner, l'éclairer, pas l'éclairer, et ce qui permet très rapidement de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et d'en tirer des conclusions pour refabriquer la platine suivante. Donc à chaque fois que je fabriquais une platine, à la fois c'était un prototype pour passer à un autre projet qui demandait d'autres caméras, et j'adaptais mes platines en fonction du réalisateur, du choix de ses focales, du choix de ses capteurs. D'accord, et aujourd'hui avec quel système, quel rythme filmez-vous vos films en 3D? Ça dépend du projet.
Donc ça dépend de ce qui est sorti, parce que les entreprises qui se sont penchées sur la création de rigs ont largement dépassé ce que je faisais artisanalement dans mon coin. Donc maintenant vous avez des rigs qui sont complètement motorisés, qui peuvent être pilotés par smartphone, c'est-à-dire vous voyez une caméra qui se déplace par rapport à l'autre, qui converge par rapport à l'autre, les focales se règlent automatiquement en synchronisation l'une par rapport à l'autre, les focus, tout est automatisable et tout est maintenant de plus en plus fiable. Donc en fonction du choix du réalisateur dans le type de capteur qu'il souhaite, plutôt cinéma, plutôt vidéo, plutôt profondeur de champ, etc. Donc il va choisir son capteur, son bloc caméra, il va choisir ses optiques, et on va ensemble choisir, avec le directeur de la photo bien sûr, on va choisir le rig qui correspond le mieux à ce qu'on veut faire. D'accord. Comment a évolué depuis ces 20 dernières années la technique et l'industrie de la 3D dans le monde, j'arrive. En 20 ans de temps, on est passé de ce que je venais de vous dire sur les rigs artisanaux, chacun travaille dans son garage. La personne qui voulait vraiment, sans parler de stéréographie, sans s'appeler stéréographe pour le métier, et qui voulait en tout cas expérimenter le relief, il n'y avait pas de loueur qui pouvait prêter, louer du matériel pour la 3D. Donc ça veut dire que chacun dans son garage, à un moment donné, s'est penché sur savoir comment il allait construire, non pas des caméras, mais un système qui permettait d'asseoir deux caméras, une pour le gauche et une pour le droit. Donc chacun a fait ça avec plus ou moins de réussite, plus ou moins de possibilités financières pour pouvoir affiner sa technologie. Et ensuite, les industriels se sont penchés dessus pour essayer de faire la même chose. Les industriels plutôt dans la mécanique de précision qui ont fait les mêmes genres de modules, mais beaucoup plus performants. Et troisième étape, ce sont les fabricants de caméras qui eux se sont penchés, comme Panasonic, GVC, Sony, qui ont essayé de faire des caméras monoblocs à double optique avec généralement deux capteurs synchronisés à l'intérieur de ce même bloc. Donc ça permet d'avoir quelque chose de très compact, de synchronisable de suite sans avoir d'appareil de synchronisation externe comme nous sommes obligés d'avoir quand nous avons deux caméras. Mais ça a un inconvénient, c'est que l'entraxe est fixe entre l'optique gauche et l'optique droite, on ne peut plus du tout la bouger. Donc les seuls réglages qui peuvent rester dans un domaine comparable, c'est une taille de capteur qui est supérieure à la taille du format, mettons, HD de sortie, et le logiciel va travailler dans cette grande taille de capteur pour aller prendre qu'une partie de l'image et rapprocher le capteur gauche virtuellement du capteur droit parce que le capteur est tellement rond qu'on peut encore bouger dedans. D'accord, et en ce qui concerne un tournage en 3D, quelles sont justement les contraintes de gérer deux caméras, de gérer la profondeur de champ, les effets 3D pour ne pas déranger le spectateur et lui offrir tout le potentiel de la 3D? Le but dont je n'ai pas parlé aussi, l'objectif du stéréographe quand il intervient sur un projet relief, c'est de maintenir une cohérence dans toute la chaîne 3D de manière à préserver un confort visuel pour la majorité des spectateurs en salle. Quand je dis la majorité, c'est parce qu'il y a, selon les études, 8 à 15% de la population qui ont des problèmes de vue et qui ne verront déjà pas très bien en relief. Mais en tout cas, pour ceux qui restent, on a intérêt d'avoir un confort visuel total de manière à ce qu'il n'y ait pas de gens qui sortent en milieu de film avec un mal de tête. Donc le but c'est de pouvoir en parler avec le réalisateur pour qu'il n'essaye pas de faire des effets relief qui sont très spectaculaires mais qui vont être tellement forts qu'une fois qu'on en fait un, deux ou trois qui s'enchaînent, le spectateur ne les supporte plus. Donc là on est là aussi pour essayer de dire attention, on va gérer les effets relief sur toute la durée du film. Ça va être un petit peu comme une mélodie musicale, comme une portée musicale sur laquelle on va avoir un peu de relief, un peu plus, et puis après on va reposer le spectateur, on va en faire moins, et puis on va revenir, etc. Après, au niveau de la narration, il y a des réalisateurs qui veulent travailler avec des steadicams, comme ils font en 2D, avec des images assez saccadées, pas du tout fluides, c'est-à-dire qu'on passe d'un endroit à l'autre, d'une vue à l'autre, et ça, déjà, sur un écran de 15 mètres de base, quand vous passez ce film-là en 2D, c'est généralement insupportable pour le spectateur, mais alors en 3D, non seulement c'est insupportable, mais les gens sont à la limite de vomir.
Donc ça, je peux comprendre que pour une raison d'action, le réalisateur, dans sa créativité, a envie d'un plan rapide au Steadicam. Mais ça m'est déjà arrivé, et dans ces cas-là, mon choix de stéréographe, c'est de dire ça ne passera pas au niveau du confort, donc je vais réduire l'écartement des caméras, quitte à les ramener quasiment à zéro. À zéro, ça veut dire quoi? Je reviens avec un œil, je reviens en 2D. Voilà. Donc j'aurai un relief très faible, très doux, mais qui va permettre aux spectateurs de supporter ce plan-là. Et puis dès que le réalisateur va me le permettre, je vais remettre un relief beaucoup plus confortable et beaucoup plus ample sur les plans d'après. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'influence de la convergence des deux optiques sur l'effet 3D et la profondeur? Alors, si on veut rentrer dans la théorie des effets 3D, vous avez, on va comparer la vue humaine, la perception humaine. Vous avez deux yeux qui vont converger sur un même objet, et vous avez une accommodation qui va se faire, donc vous allez faire la mise au point sur cet objet-là, et voilà, dans la perception humaine, vous voyez en relief de cette façon-là. Dans la restitution du relief, à l'aide de deux caméras, vous allez avoir une caméra qui va converger par rapport à une qui reste fixe, ou vous allez avoir une autre solution, c'est avoir les deux caméras qui font comme les yeux, elles vont également converger d'un demi-angle pour pouvoir converger sur le même objet. Et tout ce qui va être entre ce point de convergence des caméras et les optiques elles-mêmes, tous ces objets-là vont se trouver en jaillissant dans la salle quand on diffusera tel quel les images. A l'inverse, tout ce qui va être derrière ce point de convergence vont être physiquement derrière le plan de l'écran de projection, que ce soit un téléviseur, que ce soit un écran de cinéma. Donc on a ce qu'on appelle donc un effet de fenêtre, comme si vous aviez à la place de l'écran une fenêtre et vous regardiez à travers cette fenêtre ce qui se passe derrière. Quelles astuces ou techniques utilisez-vous pour filmer avec deux caméras simultanément? Les astuces pour filmer avec deux caméras, c'est-à-dire des caméras qui ne sont pas professionnelles. Oui. Pour un réalisateur débutant. Pour un amateur. Alors, on va partir des caméras professionnelles. Pour que ça marche bien le relief, il faut qu'à un instant T, l'œil gauche et l'œil droit, c'est-à-dire la caméra gauche et la caméra droite, voient exactement la même chose. Sauf que si vous avez un objet qui se trouve en mouvement très rapide, si vous n'êtes pas synchronisé entre ces deux caméras, c'est pour ça qu'on choisit les caméras broadcast, vous allez avoir un décalage dans le mouvement. Mettons que je fais ce mouvement de bras, il va y avoir un bras qui va être pris à un instant T par la caméra gauche, et puis l'autre qui devrait être à peu près pareil, il va être là dans le mouvement. Ce qui fait qu'au niveau de la restitution, on va avoir un décalage temporel sur ces mouvements, et le cerveau ne va pas comprendre pourquoi on est à différents plans de l'espace, alors qu'on devrait être figé au même instant, à un instant T. Donc, quand on arrive sur des projets beaucoup moins coûteux où on utilise des caméras ou des caméscopes grand public, on se retrouve avec des caméscopes qui ne sont pas synchronisables. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à la fois de chaîne locale avec ce qu'on appelle en anglais un timecode à l'écran, c'est-à-dire qu'on a vraiment 25 images par seconde et à l'image près, on est calé ou même voir la demi-image. Là, en plus, c'est au niveau, on va rentrer un peu dans la technique, au niveau comme un appareil photo, mais au niveau du shutter. Shutter électronique d'une caméra, il faut aussi que le caméra qui capte le mouvement, le shutter soit exactement de la même façon, au même moment sur les deux caméscopes. Et ça, c'est rarement le cas. Alors, on peut essayer de déclencher avec une télécommande infrarouge les deux caméscopes en même temps. Vous avez globalement une chance sur deux que ça fonctionne. Alors, il n'y aura pas grand écart. Ça peut être très bien un quart de seconde de décalage entre les deux. Un quart de seconde sur les images en mouvement, ça peut foirer votre film. Donc, si vous filmez une course d'escargot, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Vous pouvez la filmer très très bien avec une légère désynchronisation. S'il n'y a pas les feuilles dans le vent qui bougent derrière, ça se passera bien. Mais si vous filmez une course rapide, il y aura vraiment des soucis. Alors, il y a des systèmes qui existent mais qui coûtent plus cher et qui sont plus dans le domaine professionnel, ou du bricolage électronique pour ma part, c'est d'avoir un appareil qui compare le signal vidéo de la caméra gauche et de la caméra droite, et qui compare un signal de synchro vidéo. Et donc il n'est pas là pour essayer d'améliorer le système, il est là pour nous dire attention, c'est pas synchronisé. Et on essaye de resynchroniser le signal en éteignant l'un des deux caméscopes et en le rallumant. Et on a une chance, peut-être sur 10, à un moment donné, d'arriver sur une synchro qui soit très très proche l'une de l'autre. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut arriver à se débrouiller quand on n'a pas de moyens. Mais ça se fait, et je l'ai fait au moins au début.
Donc vous pensez que la 3D est accessible pour un amateur? Oui, bien sûr. D'autant plus maintenant. Vous avez, si on n'a même pas les moyens d'acheter deux caméscopes, ce que je peux comprendre pour pouvoir faire du relief, vous avez maintenant des logiciels sur Internet qui sont gratuits. Il vous suffit d'acheter une paire de lunettes en carton rouge et cyan, donc dites anaglyphiques, sur lequel vous pouvez travailler sur un ordinateur avec des petits logiciels gratuits qui vous permettent de prendre une image JPEG gauche, une image JPEG droite, et de pouvoir les fusionner et en tirer donc une image relief vue par ces lunettes-là. Et ces logiciels-là vous permettent de le faire sur des images photos, mais aussi sur de la vidéo. Donc vous pouvez déjà travailler gratuitement et faire des expérimentations dans tous les sens de ce que vous voulez. Donc ça c'est très intéressant. Et une fois que vous avez expérimenté, même avec un seul appareil photo, un seul smartphone, vous prenez une image d'un objet fixe et vous décalez votre appareil photo de quelques millimètres ou de quelques centimètres, vous reprenez la même photo de cet objet-là, vous verrez que vous avez deux perspectives différentes. Et vous allez donc, avec le même logiciel dont je vous parlais, marier les deux images, les faire fusionner, et vous aurez donc une restitution anaglyphique, donc en relief, de votre objet. Et pour ce qui est du montage d'un film en 3D, comment vous, personnellement, vous y prenez pour superposer les deux plans précisément synchronisés et pour aussi effectuer le décalage lié à la 3D? Déjà, au niveau du tournage, vous avez une synchro clap ou une synchro simplement avec les mains. Essayez d'aller repérer à la fois visuellement les mains au ralenti qui sont en train de faire le clap et également le son du clap que vous retrouvez sur la timeline au niveau de la piste audio et vous pouvez déjà comparer ces deux pistes-là. Alors, donc ça vous rapproche très très près d'une synchro, mais si les shutters n'ont pas été synchronisés lors du tournage, vous verrez bien que vos pistes audio, vos pistes visuelles au niveau du clap lui-même vont être décalées peut-être d'un quart d'image. Et ça, vous ne pourrez rien faire. Donc, il faut accepter. D'accord. Et sur quel logiciel effectuez-vous le montage? Au tout début, je travaillais sur Adobe Premiere version 4.2 et vous aviez ce qu'on appelle une fabrique de filtres dessus. Donc, j'avais fait des équations en rouge, vert, bleu qui me permettait de faire un plugin additif en anaglyphe. C'était très intéressant parce qu'à la souris, je me promenais sur la timeline et ça me permettait de voir sur ma vidéo, donc j'avais les séquences droites en dessous des séquences gauches, et vous avez ce plugin qui se mettait sur ces deux pistes-là, et donc à la souris, vous pouviez voir en anaglyphe sur la fenêtre de contrôle, donc vous voyez en relief ce que vous étiez en train de faire. Ce qui me permettait d'éviter de faire un calcul de rendu de la gauche, un calcul de rendu de la droite, le calcul de rendu anaglyphique, si j'avais besoin d'avoir un rendu d'une seule vue anaglyphique, mais généralement je me servais donc d'un calcul total de gauche, total de droite, de le mettre sur un serveur numérique spécifique au relief, d'allumer mon projecteur et de vérifier ce qui se passait. Donc c'était très long, c'était absolument pas productif. L'intérêt c'était de pouvoir vraiment regarder avec les lunettes rouges et cyan et de voir très vite si on était calé et si les reliefs dans l'ensemble des espaces reliefs d'une scène étaient cohérents ou pas. Donc ça c'est toujours d'actualité. Vous avez maintenant des plugins qui sont tout faits dans les logiciels qui vous permettent de mettre le plugin anaglyphique sur votre piste, que ce soit Sony Vegas ou Adobe Premiere, sur lequel vous pouvez monter votre relief parfaitement sans avoir besoin de projecteur, sans avoir besoin de serveur derrière. Est-ce que vous avez des noms de plugins à nous communiquer? Vous les avez déjà sur certains logiciels directement intégrés. Donc vous n'avez rien à faire, même si vous avez une télévision 3D, ben vous sortez la télévision 3D passive ou active et il vous sort directement. Le Vegas Pro 12 le fait déjà. D'accord. Et par exemple pour la 3D passive par polarisation, est-ce qu'il y a dans la projection un décalage des images ou est-ce qu'elles sont tout simplement superposées? Quand vous parlez d'un décalage, c'est un décalage temporel? Non, physique, horizontal ou vertical, sur la superposition des deux projecteurs. Vous êtes en train de parler d'une projection, d'une diffusion sur un écran oui. projeté par deux projecteurs. Oui. Donc, si vous avez bien fait le boulot en amont, c'est-à-dire que vous avez bien géré votre relief sur votre tournage et bien géré sur votre montage. Non, c'est bon, je sais pas, ça c'est. Oui, c'est bon. Ça s'est arrêté.
Là, t'as remis? Oui. D'accord. Donc les professions du relief, la toute première profession que je vois, c'est le storyboarder. Vous avez en 2D donc un storyboarder qui va faire ses plans, on va dire normalement, à plat. Et nous, on a besoin de faire comprendre à une équipe qui va faire un tournage en relief, ou en tout cas un projet en relief, où sont les espaces relief. T'es sûr que ça fonctionne? Oui, ça. Oui, ça tombe. Ça fait combien de minutes? Ça fait une demi-heure. Ah, c'est cette caméra qui s'est arrêtée. C'est pas grave. Ouais. Et tu en as plus sur celle-là? Non, C'est pas grave? c'est pas grave. Non, parce que ça, c'est pas SD, c'est un format. C'est le truc Sony. Ça, t'es en haut là-dessus? Oui. Excusez-nous. Non, c'est pas grave. Donc on reprend. Donc la Les première autres- profession dans la chaîne 3D que j'entrevois, c'est le storyboarder. Le storyboarder 3D, c'est quelqu'un qui va apporter des informations des différents espaces reliefs qu'on n'a pas sur un storyboardage normal. Donc il a deux moyens de procéder. Il va faire son storyboard 2D et puis sur chaque scène, chaque plan, il va rajouter une vue de côté sur lequel il va tirer un trait comme si c'était un trait vertical, comme si c'était l'écran. Et puis on voit tout ce qui est derrière l'écran et tout ce qui va être en effet de sortie de jaillissement d'écran. Donc ça c'est intéressant parce qu'on a déjà quand même une idée de ce qui va être dans la scène, dans la profondeur. La deuxième solution qu'il peut mettre en place, c'est de pouvoir griser certaines zones qui vont dépasser de l'écran. C'est-à-dire qu'on a la même vue de storyboard en 2D, sauf qu'on voit à travers des personnages, des objets et autres, des zones qui sont grisées. Toutes ces zones qui sont grisées sont des zones de jaillissement d'écran ou de profondeur d'écran. Donc on voit plus les éléments ou les portions d'éléments qui sont devant ou derrière. C'est encore plus parlant que la première solution. Mais ça demande beaucoup plus de temps et d'argent forcément pour faire un storyboard en 3D. Ça c'est la première profession. Après vous avez donc la profession de superviseur 3D qui elle consiste à gérer, donc comme le nom l'indique, superviser l'ensemble du relief à partir de la production, quitte à former déjà les producteurs, les réalisateurs, l'équipe technique, jusqu'aux moyens des moyens de diffusion, pour être sûr que le projet sera finalement au top. Ensuite, si vous avez donc un projet qui demande un superviseur, c'est que vous avez un gros projet, et en dessous, vous avez plusieurs stérographes, qui eux-mêmes ont chacun un assistant stérographe. Vous avez après la post-production sur laquelle vous allez avoir des monteurs qui ont l'habitude de travailler en 3D. Donc là aussi, c'est l'expérimentation qui fait qu'à un moment donné, on sait monter en 3D et les gens qui font de la 3D sur d'autres projets vont être appelés à vous faire travailler. Et puis vous avez en fin de chaîne l'étalonneur 3D qui va faire non seulement de la correction colorimétrique, mais de la correction géométrique, la correction ou des ajustements entre le tournage à deux caméras, qui va faire qu'une caméra va être peut-être avec une couleur un peu plus chaude que l'autre, ou qui va, à cause du miroir, avec une teinte dominante différente entre la caméra qui se trouve en réflexion devant et celle qui passe à travers le miroir. Vous avez donc des ajustements géométriques qui vont régler, réajuster peut-être une différence verticale entre les deux optiques. Vous avez le réglage de relief lui-même qui va se faire en translation d'une image par rapport à l'autre. Et ça, c'est plus le stérographe avec l'étalonneur qui vont régler toutes les scènes. Les transitions entre scènes, parce que vous avez des espaces reliefs différents d'une scène à l'autre, ça peut heurter les gens. Donc on peut adoucir les transitions pour avoir des passerelles de profondeur relief entre points. D'accord, et pour en revenir à vous, sur quel projet avez-vous travaillé ou travaillez-vous aujourd'hui? Les projets ont été vraiment dans tous les sens très diversifiés. Un projet que j'ai en tête, par exemple, c'est d'avoir travaillé au CERN, donc à l'accélérateur de particules à Genève. On m'a demandé de filmer l'accélérateur avant qu'il soit rempli par tout le matériel de détection des atomes, voire encore beaucoup plus petits. Et donc on a filmé en caméra réelle avec des rigs à miroir, des petits rigs à miroir, les éléments en construction qui étaient descendus dans un puits à 100 mètres de profondeur. Et ce marché-là, je
je pense un peu grâce à un autre projet que j'avais fait quelques années avant, où on avait fait, on était descendu dans une mine à 1000 mètres de profondeur, une mine de charbon, la dernière mine de charbon qui fermait ses portes en Moselle il y a une dizaine d'années. Et on avait été filmé donc ces mineurs en prenant l'ascenseur comme eux pendant une semaine, en prenant tout le petit train à 500 mètres de profondeur. Après vous aviez un petit peu comme des remonts de pente, des télésièges qui vous amenaient encore un peu plus bas, etc. etc. Donc c'était assez intéressant comme rencontre humaine et puis technologique aussi, parce que on ne pouvait pas travailler avec nos rigs habituels, puisqu'il y avait des risques d'électricité et d'arc électrique et de grisou, donc de faire sauter la mine. Donc on avait été obligé de fabriquer des couveuses dans lesquelles on mettait notre matériel, on avait des gonds pour aller travailler sur nos caméras à travers ça. Après, rien à voir, c'était en Égypte, en mer Rouge, pour filmer des poissons, des tortues, des requins, voilà, un peu de tout ce qu'on peut trouver en faune marine pour un aquarium à Nausicaa, Boulogne-sur-Mer. Partir en Arabie Saoudite pour filmer le pèlerinage de la Mecque pour un parc en Tunisie qui voulait avoir le pèlerinage de filmer pour que tous les fidèles qui n'avaient pas la possibilité d'aller faire le pèlerinage à la Mecque puissent voir donc, ces images-là. J'ai travaillé aussi pour un parc américain dans le Missouri sur une animation dynamique en 4D, voire même en 5D. Vous avez les fumigènes, vous avez les sièges qui bougent et les gens sont dans des fauteuils sur une plateforme qui tourne. Et puis vous avez sur l'écran des zombies qui apparaissent dans un château médiéval, ils tirent sur les zombies et gagnent des points. Et donc celui qui a perdu, il a le bonnet d'âne sur la tête dans le film à la fin, parce que tout le monde est photographié avant d'entrer dans l'attraction, donc ça c'était assez marrant à faire. Aussi de l'image de synthèse pour un volcan à côté de Vulcania, un vrai volcan qui a été remodélisé, sur lequel il y a eu un film de fer. Non, c'est vraiment varié. Ça peut être dans du médical, du scientifique, de l'attraction, de l'animalier. C'est un vrai plaisir de pouvoir à la fois voyager, de faire des rencontres humaines vraiment différentes. C'est ça aussi qui a formé la passion de la 3D. C'est un tout. D'accord. Et que filmez-vous justement dans votre studio ici? En ce moment, rien. J'ai un projet sur lequel je filme une maquette, mais je ne peux pas tellement en parler. Donc voilà, ça c'est en cours. Et non, là je viens de terminer un film sur le Sancerre, un film qui va être en 4D sur plateforme dynamique. Donc j'ai fait les images, j'ai tourné les images vidéo pour une société de production qui va elle-même faire les images de synthèse, qu'elle va rajouter dessus. Et après ça va être donc à la maison, au musée du Sancerre, pour tous les visiteurs. Et dernier projet dont je n'ai pas parlé, c'est un long métrage, enfin c'est même plus un projet parce que ça existait depuis, mais c'est un long métrage qu'on a tourné aux États-Unis, en Californie. Donc c'est un road movie de 7000 km sur lequel on parcourt toutes les grandes villes et surtout tous les mythes américains du rêve américain. Donc on a reconstitué des scènes où on voit des chercheurs d'or, on a interrogé des danseuses à Las Vegas, c'est pas tout à fait la Californie mais c'est quand même le rêve américain. Vous avez aussi l'espace, la communauté gay qui s'est créée à San Francisco. C'est varié. Les SDF aussi, les sans domicile fixe, qui sont aussi un problème comme en France, aux États-Unis ils ont le même, et on les a interrogés un petit peu pour savoir comment ils s'en sortaient là-bas. Donc c'est des tranches de vie, c'est constitué d'une dizaine d'interviews en 1 heure et demie. Et ça a été filmé en caméra 2K et bien sûr en 3D. Est-ce qu'il y aurait un site ou un support sur lequel on pourrait justement voir ces films? Pardon? Est-ce qu'il y aura un site ou un support sur lequel on pourrait voir Vous avez des trailers qui sont sur internet. Si vous tapez California Dream 3D, vous pouvez voir les trailers en anglais, en français, quelques extraits. Et le film complet? Le film complet est passé dans les CGR il y a plus d'1 an maintenant, mais en ce qu'on appelle en contenu alternatif, c'est-à-dire que c'est passé en semaine et à des horaires où personne n'allait les voir. Donc ça a été un vrai fiasco au niveau de je trouve le film bien pensé, bien réalisé en relief, même si c'est moi qui l'ai fait, j'en suis très très heureux. Et par contre, il n'a pas trouvé le public parce que les horaires n'étaient pas compatibles. C'est-à-dire qu'on nous a proposé de le projeter, il me semble,
un Noël à 18h15 ou un premier de l'an, je ne sais plus, enfin des horaires où on est sûr qu'il n'y aura pas de monde. Mais c'était l'obligation du contenu alternatif, c'est pas dû spécifiquement à l'exploitant de salle, c'est que le système est fait pour tout ce qui est en dehors du circuit de distribution traditionnel et plutôt des bâtons. Est-ce que vous avez des aides de l'État pour encourager justement la création de films en 3D? Il y a des aides de l'État au travers du CNC. Donc, à travers les aides de cinéma, vous avez des aides à l'écriture en 3D, vous avez des aides pour fabriquer du matériel 3D, vous avez des aides pour faire des animations d'images de synthèse en 3D, et vous avez aussi des aides pour faire des longs métrages en 3D. Et qu'est-ce que justement le CNC? Pardon? Qu'est-ce que le CNC? Le CNC, c'est le Comité national de la cinématographie et de l'audiovisuel qui gère toutes les recettes du cinéma et les recettes qui viennent entre la télé et le monde du cinéma et qui permettent de faire des avances de recettes. Enfin, c'est eux qui gèrent toute la chaîne de gestion des films et les autorisations, bien sûr, de diffusion de films dans les salles. D'accord. Mais vaut mieux aller regarder sur le site internet, ça sera plus simple, vous aurez toutes les données. D'accord, et pour terminer, je voulais vous parler justement de l'avenir de la 3D. On a commencé par l'anaglyphe, on est passé à la technologie passive et active au cinéma, et aujourd'hui on peut avoir justement ces technologies dans nos salons. En plus de cela, il y a des nouvelles technologies comme les casques de réalité virtuelle qui viennent compléter justement la présence de la 3D chez les individus. Et en tant que stéréographe, que pensez-vous de l'avenir de la 3D? Quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, mais qui date peut-être de 30 ans, c'est d'avoir du relief sans lunettes. Donc ça, c'est déjà dans les labos, c'est déjà même sur des téléviseurs. C'est une technologie qui coûte assez cher. En tout cas, elle coûte aussi cher quand elle est efficace. Alors, il existe des tablettes ou des Nintendo DS notamment qui sont sans lunettes, mais qui donnent des résultats on va rentrer un peu dans la technique. Vous avez donc deux yeux, donc vous avez deux points de vue. Quand vous regardez un film dans une salle de cinéma, il y a eu une caméra gauche ou une caméra droite, où on a refabriqué un autre point de vue, un second point de vue, et on vous fait voir du relief. Dans l'autostéroscopie, c'est-à-dire dans le relief sans lunettes, on est obligé de passer par un filtre, non pas au niveau des lunettes 3D, mais au niveau de la matrice de diffusion, un filtre qui va séparer l'œil gauche de l'œil droit. Et ce filtre, si on se contente d'avoir un filtre simplement à deux espaces, un pour l'œil gauche et un pour l'œil droit, dès que vous vous déplacez en train de regarder votre écran un petit peu à gauche, un petit peu à droite, ou si vous reculez, vous risquez d'avoir l'œil gauche qui voit ce qui était destiné à l'œil droit et vice-versa. Vous avez un relief qui est à l'envers. Donc ça ne marche pas. Alors les chercheurs ont trouvé un système, ou plusieurs systèmes même, qui permettent d'avoir plusieurs points de vue, au-delà des deux points de vue des yeux, de manière à être un peu holographique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tourner un petit peu autour de la matière, autour de l'objet, grâce à 8 ou 9 points de vue. Donc ça, c'est une technologie qui marche de mieux en mieux, mais qui coûte assez cher. Donc c'est encore destiné dans la mésographie. Ou sinon, ce que vous voyez sans lunettes, ce qui est en train de sortir actuellement, c'est du deux points de vue. Et vraiment, il faut faire attention parce que vous pouvez vous fatiguer très vite. Pour finir, excusez-moi, mais si on va dans l'avenir de la 3D, c'est l'avenir, ça sera pour moi l'holographie. C'est-à-dire qu'on sera bien sûr sans lunettes et on sera dans un système holographique qui permettra, si je prends un exemple, imaginez-vous sur votre canapé de salon, vous avez votre table basse et la table basse, c'est votre terrain de foot. Et vous voyez votre match de foot avec les acteurs modèles réduits, les joueurs, mais vous pourrez faire le tour de votre table basse et vous verrez tous